Le débat du jour. Adrien Delgrange. Bonsoir, où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus dans le débat du jour sur RFI. Il y a maintenant une semaine, le 19 avril 2021, la mort d'Idriss Déby. Le président du Tchad décède dans des circonstances encore opaques alors qu'il mène des combats contre des rebelles au nord du pays. La France perd un ami courageux, déclare très vite Emmanuel Macron avant de se rendre aux funérailles du président tchadien. C'était vendredi dernier à N'Djamena. Idriss Déby laisse un vide derrière lui après avoir dirigé le Tchad pendant plus de 30 ans. Le militaire de carrière qu'il était laisse aussi un vide en matière sécuritaire dans son pays et au Sahel. Le président tchadien était l'un des plus solides alliés de la France contre les djihadistes dans la région. Paris n'a d'ailleurs pas choisi au hasard d'installer le QG de la force Barkhane au Tchad. Barkhane, où plus de 5000 militaires français, des hommes et des femmes impliqués dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Alors après la mort d'Idriss Déby, la force Barkhane est-elle affaiblie ? C'est le débat du jour. RFI. 3 invités ce soir. Niagale Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, présidente d'African Security Sector Network. Nous dire en quelques mots ce que veut dire ce laboratoire de pensée. Donc, comme vous l'indiquez en français, en anglais, il s'agit d'un think tank qui travaille depuis 2003 sur les questions relatives à la gouvernance de la sécurité sur le continent africain. En ligne également avec nous, Roland Marchal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CERI, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique. Et puis en studio avec nous, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Ancien grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et auteur du livre notamment Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. Alors, juste avant de vous donner la parole, j'ajoute qu'aujourd'hui, le Conseil militaire de transition au Tchad, dirigé par un fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans, a nommé Albert Pahimi Padaké, chef de gouvernement, l'ancien Premier ministre d'Idriss Déby, qui retrouve ainsi son poste. Alors, première question peut-être, peut-on, tout comme la sécurité au Sahel et au Tchad, peut-on parler à la tête du gouvernement tchadien de continuité pour introduire ces discussions? Vincent Hugeux. Ce n'est rien de le dire parce que Albert Pahimi Padaké est tout sauf un perdreau de l'année. Il a été effectivement l'ultime Premier ministre de Idriss Déby Itno, puisqu'il l'a été entre 2016 et 2018, date à laquelle le défunt maréchal président a décidé d'abroger tout simplement cette fonction. J'ajoute qu'il est nommé par décret par Mahamat Idriss, le nouvel homme fort du régime de N'Djamena, lequel d'ailleurs désignera également les ministres qui formeront l'équipe autour de ce nouveau chef de gouvernement intérimaire. Alors, pour bien comprendre tout d'abord et poser le décor, si j'ose dire, Roland Marchal, expliquez-nous comment l'ancien président tchadien est-il devenu un pion essentiel sur l'échiquier sécuritaire panafricain ? Écoutez, Panafrica, ça me paraît peut-être beaucoup dire, mais très certainement au Sahel. Il faut revenir un peu sur ce qui précède l'opération Serval. Depuis l'été 2012, la diplomatie de François Hollande s'active pour essayer de convaincre l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et le Conseil de sécurité que la situation au Mali est extrêmement préoccupante au-delà du coup d'État à Bamako et qu'il faut agir et agir fortement. En fait, une résolution du Conseil de sécurité juste avant Noël 2012 montre que personne ne pense réellement que c'est aussi grave que ce que disent les Français. Et finalement, c'est dans le suivi d'une offensive de ces groupes qui contrôlaient le nord du Mali, de groupes qualifiés de djihadistes, que le président Hollande décide d'intervenir. L'opération Serval sera une grande réussite, c'est aussi un grand miracle. Et fort opportunément, des forces tchadiennes vont venir sur ordre d'Idriss Déby, donc je dirais qui n'avait pas été consulté dans toute la période 2012 pour appuyer les forces françaises, et non seulement seront là comme l'est aujourd'hui la MINUSMA, mais également participeront au combat activement, prendront
d'ailleurs un certain nombre d'hommes dans cette offensive et d'une certaine façon valideront au niveau médiatique cette idée d'une armée tchadienne prête à en découdre, courageuse, qui se bat, alors que d'autres, et je pense notamment à l'armée tchadienne, à l'armée malienne, sont plutôt s'enfuient assez vite et évitent les combats. Et à partir de ce moment-là, alors que cette arrivée des troupes tchadiennes avait été payée par le Tchad lui-même, c'était donc un risque aussi financier pour Idriss Déby. À partir de ce moment-là, vous avez évidemment ces amitiés franco-tchadiennes au niveau militaire qui se mobilisent et le Tchad va continuer à jouer un rôle important. D'abord dans la MINUSMA où il représente un la MINUSMA est la mission des Nations Unies au Mali. Oui, il représente à peu près 1500 soldats aujourd'hui, un tout petit peu moins. Et là aussi, une force qui n'hésite pas à se battre. Et évidemment, au sein du G5 Sahel, donc cette configuration, cette alliance de pays sahéliens qui essayent de battre les groupes djihadistes en essayant de contrôler notamment les frontières. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une réalité. Alors ça, c'est un peu le discours officiel. Le discours plus critique... Oui, on vous donne la parole juste après. Oui, le discours critique, c'est un peu de dire que la lutte contre des organisations qualifiées de djihadistes, ce n'est pas simplement le temps de la bataille, c'est aussi sécuriser les civils, c'est leur rendre confiance, et aussi aider à l'installation d'une administration civile et d'autres choses, mais dans le respect du droit et des populations. Et alors là, il y a des évaluations qui sont beaucoup plus nuancées. Je vais faire tourner la parole. Vous vouliez réagir, Niagale Bakayoko? Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que Idriss Déby, en effet, a été un grand guerrier, ne serait-ce que à la faveur de ce qu'il a montré lorsqu'il est intervenu l'an dernier dans le cadre de l'opération Bohoma dans le bassin du lac Tchad. Mais il faut aussi souligner que c'était aussi un très grand stratège politique, avec une intelligence particulièrement fine des rapports de force internationaux. Et en réalité, il ne faut surtout pas oublier qu'il a, de manière incessante, dénoncé l'intervention occidentale en Libye, en soulignant la responsabilité des partenaires, particulièrement de la France, et qu'il a joué sur cette réalité-là pour mettre en œuvre ce que j'appellerais une stratégie de l'Arlésienne. Parce que, à mon sens, en dehors de l'intervention de 2013 aux côtés de la force Serval, qui en effet a été, comme cela vient d'être indiqué, absolument déterminante, l'arrivée des forces tchadiennes dans la région du Sahel central est extrêmement récente. Elle date seulement du mois de mars dernier. Et elle a été en réalité actée après de très très longues tractations. Aujourd'hui, la présence du contingent tchadien, donc le 8e contingent de la force conjointe du G5 Sahel, qui s'élève en principe à 1200 hommes, serait plutôt en réalité sur le terrain de seulement 800. Et ces hommes n'ont pas encore véritablement participé à des combats déterminants. Ils sont en effet présents dans la MINUSMA, mais la MINUSMA n'a pas un mandat de lutte antiterroriste, mais ces forces se sont avant tout malheureusement illustrées par les violations de droits de l'homme qu'elles ont perpétrées avec des viols qui sont survenus dès leur arrivée dans la région de Terra au Niger, y compris sur une petite fille et sur 2 femmes enceintes. Donc tout ça pour dire que l'idée d'armée tchadienne extrêmement solide et extrêmement aguerrie, elle doit être relativisée d'une certaine façon, parce que aujourd'hui, l'arrivée des Tchadiens est perçue de manière assez négative par les populations locales qui ont très peur de ces effectifs. Et cela risque de peser largement sur la stratégie française qui vise en effet à sahéliser l'approche avec la force
forces Barkhane et les forces armées maliennes qui se concentreraient sur la lutte contre les groupes affiliés à Al-Qaïda, et c'est 1200 hommes tchadiens qui se concentreraient dans la zone des 3 frontières sur la lutte contre l'État islamique. Mais tout ça, pour l'instant, est encore très putatif. Ça n'est pas une réalité actuellement. Partagez-vous d'abord cette idée, Vincent Hugeux, après le décès d'Idriss Déby. Est-ce que vous confirmez cette forme, en tout cas, d'incertitude régionale qui se crée, et ce qui est même peut-être propice au développement d'actions rebelles ou du djihadisme ? Il convient de fait de nuancer l'idéalisation traditionnelle de l'armée tchadienne. Alors certes, la plus aguerrie de la région, mais la concurrence n'est pas d'une férocité historique. Et par ailleurs, c'est aussi la rançon de la vénération que beaucoup d'officiers français, familiers des terrains africains, voire certains diplomates, envers Idriss Déby, le maréchal guerrier. D'abord, je discutais de ce phénomène avec un expert du renseignement qui connaît fort bien la région et qui me disait le problème, c'est que l'armée tchadienne a certes des guerriers, mais a peu de soldats, au sens où elle n'est pas nécessairement apte à inventer des nouveaux schémas tactiques au regard d'une conflictualité nouvelle et inédite, les cellules djihadistes. On n'est plus dans les Redzou d'antan, où on envoie une colonne de pick-up armés et taillots dans le désert. Et le même expert me disait, vous savez, le problème, c'est que parfois ils partent, mais il leur manque des munitions ou du carburant. Vous voulez dire que c'est plutôt un autre armement militaire comme les avions ? Non, je veux dire simplement que cette armée, elle a un vrai savoir-faire, qui est encore une fois un héritage des grandes méharets mécanisés, mais qui n'est pas nécessairement parfaitement adapté aux nouvelles circonstances. Et puis, Niagale Bakayoko avait raison de souligner l'impact désastreux du comportement de Soudar en uniforme. Alors, elle évoquait le Niger, effectivement, avec ce viol abject, mais on pourrait aussi se souvenir de la terreur, de la frayeur qu'inspirait, et j'y étais à l'époque dans le nord-ouest de la RCA, la République centrafricaine, qu'inspirait le déboulé des forces tchadiennes. Dernier point, il faut souligner à quel point Idriss Déby était passé maître dans l'art de valoriser la rente de situation géopolitique que lui valait son apport incomparable, ou réputé tel, et qui, en contrepartie, conduisait la France à baisser assez nettement sa mire démocratique, quoi qu'on en dite en haut lieu à l'époque. Comment analysez-vous la position d'Emmanuel Macron, Roland Marchal, je le disais, qui a réagi très vite à l'annonce du décès d'Idriss Déby, seul chef occidental également à s'être rendu aux funérailles d'Idriss Déby vendredi dernier? Écoutez, il est prisonnier, je crois qu'il est prisonnier d'un lobby militaire, il est aussi prisonnier d'une contradiction énorme entre les discours qu'il tient sur le fait que la crise au Sahel, c'est d'abord une crise de gouvernance, et l'appui irraisonné à une stratégie militaire qui ne débouchera sur rien. Si les Français refusent d'apprendre d'autres conflits, que ce soit l'Afghanistan, la Somalie ou peut-être même dans un autre niveau l'Irak, il faut simplement les laisser continuer dans l'erreur et aggraver une situation qui s'est déjà détériorée massivement depuis 2013. Donc je crois qu'il y a d'abord ça, il y a cette incapacité de la politique, des hommes politiques français, au-delà d'ailleurs d'Emmanuel Macron, à prendre en compte l'existence au Tchad d'autre chose que l'armée. Et puis, je dirais, au sein de l'armée, de prendre en compte d'autres gens que la famille d'Idriss Déby, parce que ce conseil militaire de transition, il est d'abord une émanation des négociations famille élargie de Déby, avec la cooptation de certains autres officiers. Mais comme on le voit maintenant, si vous voulez, vous avez parlé du Premier ministre, il faudrait parler du secrétaire général de la présidence de la République, qui joue un rôle excessivement important au Tchad, puisque le Premier ministre était juste un exécutant. C'est le fils d'un cousin germain d'Idriss Déby. C'est un régime qui se reproduit à grande vitesse, en faisant croire qu'il y aura une ouverture, qui ne s'est pas manifestée dans les décisions qui ont été prises depuis 3 jours. Toujours sur le rôle de la France, Roland Marchal, iriez-vous jusqu'à dire que la France soutient ce conseil militaire de transition pour éviter un affaiblissement de la force Barkhane? La France doit sécuriser le maintien de ses troupes,
La France a une analyse de ce que je crois complètement ahurissante de ce que c'est la politique au Tchad. C'est-à-dire, la France est restée en gros à 1979, c'est-à-dire le moment où il y a eu des batailles dans N'Djamena avec des factions armées, où la politique civile n'existait pas, où la société civile n'existait pas non plus, et elle veut s'en tenir à ça. Donc, je pense qu'elle a fait pression, par exemple, dans les dernières heures, pour éviter toute négociation entre le CMT, donc le Conseil militaire de transition, et les rebelles. Et elle n'était pas la seule. Il y avait évidemment au sein de la famille élargie de Déby beaucoup de gens qui veulent se venger. Mais je crois qu'il y a une position extrêmement dure qui est complètement un anachronisme historique des Français qui ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui soutenir un coup d'État militaire en Afrique, c'est quand même un retour peu plaisant à notre politique des années 60. Niagale Bagayoko, est-ce que ce vide laissé par Idriss Déby forcerait un partenaire comme la France à finalement renforcer son engagement dans le Sahel via la force Barkhane ? Je ne suis pas du tout certaine que la France ait les moyens de ce renforcement, et c'est ça d'ailleurs qui est particulièrement problématique aujourd'hui. Le coût de l'opération Barkhane est aujourd'hui d'1 milliard d'euros par an, et la Cour des comptes elle-même, Cour des comptes française, dans un rapport qui est paru la semaine dernière, souligne qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire le bilan de ce qu'on a réussi à obtenir en engageant de tels moyens, et également de clarifier quel est l'objectif poursuivi, parce que on se concentre sur cette question des moyens militaires, et il y a énormément de critiques qui sont adressées à l'opération Barkhane, parfois à raison. Mais la grande difficulté pour moi aujourd'hui, c'est que l'instrument militaire n'est mobilisé au service d'aucun projet politico-stratégique clair. Quel est l'objectif poursuivi par la France dans son intervention au Sahel? En effet, il y a de nombreux appels à la réforme de la gouvernance, à la promotion de l'état de droit. À cet égard, la parution la semaine dernière également de la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel dans sa nouvelle version est extrêmement intéressante, puisqu'elle se démarque de la précédente version qui était davantage axée sur le djihadisme, sur la lutte contre le djihadisme. Et quand aujourd'hui, effectivement, on assiste à la légitimation d'un coup d'État par des armées, on se demande ce qui justifie cela, dans la mesure où il n'y a pas de groupe djihadiste combattu par la France au Tchad. Il y a bien sûr autour du lac Tchad le groupe Boko Haram, ou plus exactement c'est les groupes qui en sont issus, qui sont le l'ISWAP et le JAS. Mais ce n'est pas le mandat de Barkhane que de les combattre. Donc aujourd'hui, on se pose réellement la question de cet objectif politique au service duquel est mobilisé l'instrument militaire français. Alors au moment où Emmanuel Macron voudrait redimensionner les forces en place, la force Barkhane en l'occurrence, le décès d'Idriss Déby tombe mal, non, Vincent Hugeux ? C'est un coup dur, ne serait-ce que par sa portée symbolique. N'oublions pas que l'engagement tchadien relevait du domaine archi-réservé et du choix souverain de l'engagement personnel de Idriss Déby. Il n'y a jamais eu de consultation référendaire auprès de la population tchadienne pour savoir si elle ralliait ce panache ou pas. J'observe que la schizophrénie macronienne au regard de cet engagement, qui est illustré avec éclat au Tchad, elle est récurrente. Roland Marchal y faisait allusion, mais d'une certaine manière... l'errement français, il est aussi le reflet des angoisses qu'ont précisément suscité dans les hautes sphères, à l'Élysée notamment, et dans l'état-major, la disparition, qui à l'évidence n'avait pas été anticipée, d'un pilier perçu comme un roc. Quelles sont ces inquiétudes ? D'abord, il y a l'idée qu'il pourrait y avoir une réduction de voilure tchadienne. Alors, apparemment, Emmanuel Macron aurait reçu quelques assurances et quelques garanties en la matière, mais imaginez par exemple ce fameux bataillon, ces 1200 hommes dont on nous rebat les oreilles depuis 18 mois, qui enfin sont arrivés à la frontière région du des Niger, Trois Frontières, et qui doivent se déployer effectivement dans le Gourma malien, région des Trois Frontières. Imaginez que tout ou partie
de ce contingent soient rapatriés pour des questions d'impératifs sécuritaires internes. Le nord malien, la France est largement dégarnie. Il y a un autre problème aussi, c'est que les Français, malgré tout, sont pas si mal informés que ça. Ils sont parfaitement au fait des fissures du clan Déby, y compris à l'intérieur de la famille, cela a été dit. Enfin, soyons clairs, pour certains des fils de Idriss Déby, le défunt maréchal président, eh bien, Mahamat Idriss est quasiment un fils adultérin. Sa mère est Goran, donc une autre grande ethnie sahélienne. Elle n'est pas Zaghawa, comme le cœur du réacteur du clan. Donc, il y avait aussi cette idée que la partition de la succession n'était pas écrite, d'où cette sorte d'adoubement à la fois massif et un peu précipité, avec simplement des petits aménagements cosmétiques attendus en termes d'inclusion, sans qu'on sache très bien ce que ce terme recouvre. Que faire à présent, à la suite de tout ce que l'on vient de dire, Roland Marchal? Est-ce que cette incertitude, ce vide laissé par le décès d'Idriss Déby est aussi, je repose cette question, propice au développement des rebelles et ou djihadistes? Écoutez, il y a plusieurs choses, je crois qu'il faut dire. La première, c'est à cause de la nature de ce conseil militaire transitoire, il va y avoir des tensions très fortes au sein de l'armée, peut-être des combats ou en tous les cas des incidents armés. Et donc des troupes qui sont disposées à l'extérieur vont se définir, parce qu'on parle comme si c'était une armée avec des gens qui obéissent à leurs officiers, etc., qu'il y a une chaîne de commandement normale. Donc, ce qui est possible, c'est que même si c'est pas sous ordre, un certain nombre de ces soldats ou de ces officiers décident de rentrer à N'Djamena pour soutenir leurs candidats, leur faction et éventuellement se battre. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du probable. De l'autre côté, vous avez un autre problème qui est on est face à une stratégie, ça a été dit par les deux autres intervenants, au Sahel qui d'un point de vue politique, ne produit plus rien. On tue des djihadistes, mais à part ça, on ne sait plus très bien ce qu'on fait. Et donc, il y a une nécessité absolue de repenser le dispositif, à la fois militaire et aussi d'aide internationale et son efficacité dans les deux cas, pour faire quelque chose de différent, parce que tuer des djihadistes, moi je travaille sur la Somalie, ça fait 20 ans qu'on le fait et je pense qu'on va pouvoir continuer encore au moins pendant 20 ans. Donc il faut des échéances, il faut des buts et une stratégie politique et un contenu politique à ce qu'on fait qui est aujourd'hui complètement défaillant. Donc ça, je crois que c'est un deuxième problème qui est posé, c'est-à-dire que finalement, le gouvernement français aurait pu utiliser faire de ce deuil d'une personne, d'un chef d'État, aussi le deuil d'une certaine stratégie mise en place par François Hollande et réfléchir mieux et plus politiquement, parce que ça n'a pas été fait une fois de plus et il faut le regretter. Et la troisième chose, c'est que évidemment, comme il y a, c'est un régime qui essaye de se continuer, de se reproduire sans faire d'ouverture. Beaucoup de gens dans l'armée et ailleurs vont essayer de peut-être, soit voyant que la politique civile est aujourd'hui de nouveau condamnée à la marginalité, essayer de retrouver des groupes armés plus ou moins sérieux, sans doute pour l'essentiel en Libye aujourd'hui, mais peut-être demain au Darfour, et à partir de là, essayer de peser militairement sur le régime à N'Djamena. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une série de décisions qui ont été prises par la France, qui sont des paris inconséquents et avec des effets extrêmement risqués sur la suite de la continuation de la paix civile au Tchad et d'une certaine façon sur la construction d'un espace politique dans la société tchadienne, parce que Idriss Déby, ça n'a pas été visiblement sa première priorité. Niagale Bakayoko, votre analyse également, si les cartes sécuritaires là sont rebattues sur une éventuelle avancée des djihadistes? Avant de répondre à votre question, je pense qu'il est pour m'inscrire dans le droit fil de ce qui vient d'être dit. Il faut rappeler quand même que les conclusions du très récent sommet de N'Djamena qui a eu lieu le 15 et 16 février dernier a été de considérer qu'aujourd'hui, la nouvelle phase de l'intervention internationale devait être
celle d'un sursaut civil et politique qui viendrait prendre la suite, éventuellement compléter le sursaut militaire qui avait été décidé au sommet de Pau en janvier de l'année précédente. Aujourd'hui, résultat, quand on regarde l'état de la région sahélienne, on s'aperçoit qu'il y a en réalité deux transitions en cours qui accordent un rôle absolument central aux militaires. Il s'agit du Mali et du Tchad. On voit que les enjeux politico-militaires sont multipliés. Alors bien entendu, du côté du djihadisme, comme vous le soulignez, avec des groupes djihadistes que l'on ne parvient pas à réduire parce que même si on neutralise, comme le veut le vocabulaire consacré, un grand nombre de combattants, ces groupes se caractérisent par leur très grande faculté de régénérescence. Donc on est en échec sur ce front-là, mais on voit très bien que les rébellions de nature politique sont extrêmement puissantes. On l'avait déjà vu du côté du Nord Mali, parce que en réalité l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la victoire des premières rébellions touareg issues à l'origine du MNLA, puis qui se sont scindées vers le HCUA, etc., les mouvements, le MRA, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit aussi que c'est une rébellion absolument non djihadiste qui a mis à bas le leader qui était au centre du fameux G5 Sahel. Donc, tout cela sur fond de conflits communautaires qui se multiplient dans tous les pays, à commencer par le Niger, qui était jusque-là relativement épargné, mais qui depuis le début de l'année a connu au moins la mort de 300 civils, en partie sous le coup des djihadistes, mais sur fond de querelles communautaires. On voit très bien que la seule focalisation sur la lutte antiterroriste ne peut pas être une réponse à cette crise multidimensionnelle. Vincent Hugeux. Alors, juste un symptôme du phénomène le plus troublant, c'est-à-dire que, au fond, les choix de la France officielle brouillent un peu les écrans radars de l'opération Barkhane elle-même et du dispositif déployé. Je fais référence au fait que quand, en février 2019, des Mirages français pilonnent une colonne, grand classique de l'histoire postcoloniale, qui menace N'Djamena et notre ami Idriss Déby, c'est au prix d'un détournement de moyens, puisqu'au fond, les Mirages en question sont censés travailler pour le dispositif Barkhane. Alors certes, N'Djamena est une des deux bases aériennes avec Niamey, mais quand même. Et on marquera également que la France, à cheval entre la vocation sahélienne de son engagement et la nécessité, telle que perçue à l'Élysée, de protéger le régime tchadien, continue de fournir du renseignement, des vols de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui relève, encore une fois, d'une stratégie régionale cohérente? Qu'est-ce qui relève d'une protection à courte vue d'un régime par ailleurs discrédité? C'est, je crois, une manière de prendre la mesure de l'impasse dans laquelle Paris s'est engouffré. Roland Marchal, vous vouliez réagir ? Oui, non, je crois qu'il y a, lors d'une audition au Congrès américain, le chef de l'Africom, donc du commandement américain pour l'Afrique, a signalé la présence de forces françaises aux côtés d'Idriss Déby dans sa montée vers le nord. Et donc, il n'est pas du tout exclu que des gens du service action aient participé à l'utilisation des renseignements fournis par l'État français à Idriss Déby dans l'offensive contre le FARC. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'étonne, mais c'est pas la première fois, c'est comment le Parlement français, qui quand même constitutionnellement devrait être saisi et devrait débattre de ces questions-là, reste d'un silence assez grand, malgré quelques communiqués de certains partis politiques. Mais le Parlement lui-même se tient très mystérieusement silencieux et il n'y a pas de débat, ne fût-ce pour approuver peut-être, c'est pas mon opinion, mais ce sont nos élus pour appliquer cette politique-là. Et donc il y a des moyens qui sont détournés depuis longtemps. Il y a un accord de coopération qui n'est même pas un accord de défense avec le Tchad, qui est utilisé d'une façon extrêmement extensive par les autorités françaises et qui nous enferme finalement dans une politique au Tchad et en Afrique centrale où finalement les choses ne vont pas mieux. Merci beaucoup.
Roland Marchal, chercheur aux séries. Vincent Hugeux, auteur du livre Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial aux éditions Perrin. Merci également à Niagale Bakayoko, politologue, émission réalisée par Jean-Philippe Thury. Appel sur l'actualité, prenez la parole avec Juan Gomez.